La consommation au mois de juin, donc le mois qui vient de passer, a atteint un sommet historique de 36 milliards de shekels. Ce chiffre-là est à voir aussi avec la diminution des chômages. Israël est en pleine activité. Du Fidèle au Poste, nous retrouvons le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, vous avez, comme chaque semaine, survolé la presse économique en Israël pour en extraire les informations les plus importantes, et on ne peut pas y échapper. Bien entendu, l'une des informations les plus importantes de cette semaine économique, c'est bien entendu la décision du gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Yaron, d'augmenter les taux d'intérêt directeurs d'1,5%. Non, de 1. Il a augmenté maintenant d'un demi%. D'un demi%, ce qui est l'augmentation la plus importante depuis 10 ans. Hein. Alors, tout cela nous donne des taux d'intérêt qui ont augmenté, qui sont à 1,5%, c'est ça ? 1,25. 1,25. Alors, heureusement que vous êtes là pour nous expliquer tout cela. Alors, qu'est-ce qui a motivé d'ailleurs cette décision du gouverneur de la Banque d'Israël ? L'inflation, bien entendu ? Oui. Moi, je dirais le premier motif, c'est qu'il a voulu faire comme la Fed, c'est-à-dire la banque américaine, qui a une politique très agressive pour lutter contre l'inflation, d'augmentation des taux d'intérêt sur le dollar. Et donc là-bas, on est à plus que 2%, il parle de 3%. Et donc là-bas, la Fed avait augmenté le mois dernier de 0,75%. Et lui, comme d'ailleurs la presse l'attendait et les analystes, la Banque d'Israël a augmenté de 0,5%. Maintenant, une deuxième raison pour laquelle il a fait ça. Nous avons souvent parlé dans cette chronique du problème du prix de l'immobilier, qui a augmenté à peu près 14-15% à l'année. Et donc, lui, ce qu'il voit, le directeur de la Banque d'Israël, c'est que le gouvernement n'a pas fait grand-chose et que maintenant, vu les raisons politiques, pendant plusieurs mois, il n'y aura pas de grande décision qui sera prise sur ce sujet. Et il veut refroidir le marché de l'immobilier parce qu'il a peur aussi, et la Banque d'Israël l'a dit plusieurs fois l'année dernière, il a peur de cet effet de levier, de tellement de crédit qui est donné au secteur immobilier, et que les gens, ou que ce soit les investisseurs, que ce soit les gens pour acheter leur maison, après n'arriveraient pas à rembourser leur mashkanta. Et donc, c'est ce qu'il a voulu faire, refroidir le marché de l'immobilier. Et en fait, aussi, et nous l'expliquerons dans le deuxième sujet sur lequel il a des bases pour le faire, ralentir l'activité de l'économie en Israël, un peu refroidir, et c'est pas vraiment une récession, mais un peu moins fort que ce qui est maintenant. Et le fait, c'est connu dans la politique monétaire, lorsqu'on baisse la demande, alors il y a une baisse de l'inflation aussi, la plupart du cas. D'ailleurs, si on remarque ce qui se passe en ce moment, il y a en tout cas dans les marchés financiers internationaux une spéculation, en tout cas une prévision d'une récession en Amérique et dans le monde entier. Et ça a eu comme conséquence d'ailleurs, le pétrole était il n'y a pas longtemps $115, il est aujourd'hui 100. Les métaux précieux pour lesquels on utilise dans l'industrie ont baissé de 30% en un mois. Et donc, ça veut dire que il y a d'abord, les gens pensent que les industriels vont moins produire, et donc, de soi-même, évidemment, que ça fait baisser l'inflation. Maintenant, il y a deux théories à ce niveau-là pour savoir si les banques centrales ont raison ou pas. Il y en a qui disent que l'inflation qu'on a maintenant, d'ailleurs comme on vient de montrer sur les prix des matières premières, c'est ce qu'on appelle une inflation exogène, c'est-à-dire ce n'est pas l'économie elle-même à l'intérieur d'un pays qui fait l'inflation parce qu'il y a une augmentation des salaires, parce que il y a à l'intérieur du pays il y a des tensions inflationnistes, c'est de l'extérieur, c'est à cause du manque du prix des matières premières, du manque de l'énergie, que la suite, le rebond du Covid et aussi la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui, ces deux choses-là, en fait. Oui, mais on dit toujours que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, elle a bon dos parce qu'on met tout sur le compte de la guerre, alors que est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui
qui ont impacté, on va dire, ces développements économiques. Ça a accentué, après la fin du Covid, il y a eu un rebond mondial de la consommation, parce que j'ai envie de recommencer à consommer, il y avait énormément de liquidités, et les politiques des banques monétaires étaient très laxives. Disons qu'il n'y a pas la guerre. Est-ce que ce qui s'est passé avec les 2 années d'arrêt de Covid et le retour à la consommation, ça suffit pour expliquer cette inflation ? Non. Il y aurait eu peut-être un petit peu plus que d'habitude. On était sur plusieurs années sur des inflations quasiment nulles dans tous les pays industriels, et même en Israël des fois négatifs. Je me souviens tout de suite, je ne pense pas me tromper, quand on s'est rencontrés tout de suite après la sortie, c'est-à-dire on va dire jusqu'à ce qu'il y ait la guerre, on va dire jusqu'au mois de février 2022, on avait l'impression que l'économie israélienne éclatait totalement avec une croissance incroyable de 6%. Et d'ailleurs, on va revenir dans les chiffres. La Banque d'Israël, là, quand elle a fait cette déclaration d'augmentation des prix, a dit que d'augmentation de ses taux, a dit qu'elle prévoyait une croissance de 5% cette année toujours. Et c'est une des raisons qu'elle fait. Alors, pour résumer, là où les causes de cette augmentation des taux d'intérêt, c'est faire comme la Fed. C'est faire comme faire comme l'ensemble des banques centrales, montrer que Israël aussi ne veut pas une politique laxiste monétaire, et il y a aussi un besoin de refroidir surtout l'immobilier et peut-être un peu le reste de l'économie. C'est les raisons pour lesquelles c'est les raisons que la Banque d'Israël a données. Maintenant, je veux dire quelque chose de très important au niveau de 2 conséquences. Pour conséquence, j'ai parlé de l'immobilier. Il faut que les gens comprennent que cette augmentation des taux va énormément jouer sur les mashkantaot. Les comptes les calculs ont été faits. C'est simplement augmentation de 1,5%, qui d'ailleurs a mis le prime, qui a mis le taux de la Banque d'Israël à 1,25, et qui fait que il faut ajouter encore 1,5 pour ce qu'on appelle le taux primes. Ça veut dire qu'on est maintenant à 2,40, et qui prévoit encore dans 1 an d'augmenter encore de 1,5. Tout ça fait qu'il y a une augmentation massive importante, en tout cas sensible, du remboursement mashkanta. On considère que rien que ces 2,5%, ça va faire pour les gens en moyenne un peu plus que 100 shekels à payer par mois. Sur une mashkanta générale, ça veut dire 40 000 shekels. Et si on ajoute là ce qui était arrivé, ça veut dire 250 shekels par mois. Et ça fait beaucoup pour les gens. Et une autre chose que je voudrais dire très intéressante, c'est le point de vue de ce qui se passe sur les monnaies. On a parlé, l'euro par exemple, par rapport au shekel même, est un peu plus fort ces derniers temps. Parce que le shekel a été très chahuté à cause de ce qui se passe sur les bourses américaines, comme je dis souvent la bourse du Nasdaq, surtout de la technologie. Et il y a beaucoup de gens qui demandent du dollar parce que là-bas, les investissements baissent et il faut apporter des sécurités dans ces bourses. Il y a un énorme un besoin de dollars qui est fait en Israël. Mais on remarque que l'euro est faible par rapport à l'ensemble du monde. Pour la première fois dans son histoire, l'euro a été en dessous du franc suisse. Et il se rapporte de la parité entre l'euro et le dollar. Et j'écoute même ce qui passe en France. Beaucoup d'économistes européens, et surtout en France, vu la crise politique en plus qu'il y a en France, et la crise économique, même en Allemagne, où il y a maintenant un déficit budgétaire, et commercial, je voudrais dire, et je redis au Olim, faire très attention maintenant. C'est vrai que l'euro est autour de 3,60, mais beaucoup attendent une baisse sensible de l'euro, même par rapport au shekel, et surtout à terme. Et donc, ne spéculez pas là-dessus. Et je dis toujours aux gens qui sont en Israël de se mettre sur les shekels, de ne pas spéculer sur le fait que l'euro pourrait remonter. Alors ça, c'est un sujet. On va revenir sur un autre sujet dont on a déjà parlé, mais il faut nous expliquer aussi là pourquoi ça se produit. Baisse sensible du chômage, et avait dit, on va dire, à nouveau des chiffres, des records de consommation en juin. Ça veut dire que d'un côté, il y a tout de même beaucoup d'inflation. D'un autre côté, il y a peu de chômage, et d'un autre côté, il y a cette consommation accrue. C'est-à-dire comment on explique qu'il y a une augmentation de l'inflation, les gens continuent à acheter massivement? Oui, effectivement. Je vais vulgariser la question. Comment est-il possible que, alors qu'il y a de l'inflation partout dans tous les secteurs, en particulier par exemple dans le secteur immobilier du tourisme, puisqu'on est en vacances, on est censé être dans les grandes vacances, et bien aujourd'hui il y a des Israéliens qui peuvent, on va dire, prendre d'assaut les hôtels israéliens, alors que une chambre d'hôtel d'un hôtel moyen, elle est à 300-400 $ ou euros.
Oui, c'est vrai d'ailleurs, j'ai entendu partir à l'étranger coûte encore même maintenant encore plus cher pour ça. Mais je suis pas sûr que les hôtels israéliens sont remplis. J'ai vu des chiffres que les gens préfèrent partir à l'étranger. Je sais pas si si maintenant, d'après ce que en tout cas, ils sont chers. Même s'ils sont pas remplis, ils sont très chers. Ils sont très chers. Maintenant, effectivement, il y a comme une sorte que les consommateurs amassent comme s'ils consomment, comme si c'était comme vous dites, pour suivre l'inflation, comme si c'était le dernier jour, comme on dit. Ouais. C'est très vrai ce que vous dites. Maintenant, je donne des chiffres. D'abord, point de vue du chômage, il faut le noter parce que c'est une bonne nouvelle. On a encore une baisse du chômage en juin. On a de près de 1%. Mais ça nous aide pas, Daniel. Une baisse du chômage, si il y a toujours autant de pagaille à l'aéroport Ben Gurion et qu'il y a toujours pas, suffisamment de main d'œuvre pour nettoyer, pour acheminer les bagages vers les passagers qui arrivent à l'aéroport ou qui partent vers l'étranger. Ça nous aide pas beaucoup s'il y a une baisse de chômage. Où sont les gens qui pourraient travailler à l'aéroport? Oui, il y a eu un problème de planification aussi, c'est-à-dire ils savaient que le tourisme remonterait, et ils ont pas assez engagé de gens formés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est pas seulement en Israël, dans le monde entier, comme les gens revont beaucoup à l'étranger, il y a une demande encore plus grande que ce qui c'était en 2019 avant la crise du Covid. Et les gens, à mon avis, ne veulent plus retravailler dans ce genre de choses parce qu'ils se disent, sans arrêt, on leur dit des nouvelles vagues de Covid. Alors ils se disent alors tout d'un coup on va revenir là-dessus, puis on va et alors dans quoi ils travaillent? Où ils ont trouvé du travail? Ils ont trouvé du travail. Par exemple, l'enseignement demande énormément, mais je sais pas. Il y a dans l'industrie, bien qu'on dit qu'un peu la haute technologie maintenant commence maintenant un peu à renvoyer des gens, mais il y a énormément dans beaucoup de secteurs. Il n'y a pas que le secteur. Mais chose importante, je voudrais dire sur la consommation parce que les chiffres sont énormes. 36 milliards de shekels en carte de crédit ce mois-là. Ce n'est jamais arrivé. Ça une augmentation de 12% par rapport au mois dernier. C'est énorme. Et dans tous les secteurs, que ce soit la nourriture, que ça soit, comme vous dites, les voyages et les choses comme ça, tout, on consomme. Expliquez-nous ce paradoxe. On consomme, mais on n'a pas d'argent. Mais les coûts, les prix, d'un côté on consomme, de l'autre côté on se plaint d'une augmentation des prix. Vous verrez, j'ai publié dans Actuagis, ça a publié toute cette semaine, dans 2 semaines, un article sur le fait qu'en Israël, il n'y a jamais eu autant de liquidités sur les comptes bancaires. On est à plus d'1 trillion de shekels. C'est dû au fait qu'il y a eu beaucoup d'argent qui est donné par l'État pendant la crise du Covid. Il y a eu après un rebond du Covid qui a fait d'ailleurs encore, comme on a expliqué, remis de l'argent dans l'économie. Et il y a énormément de liquidités, donc les gens n'ont pas de problème et ils veulent se faire plaisir apparemment pour pouvoir consommer ce qu'ils peuvent le faire. Bon, alors maintenant on va parler d'un autre sujet, on va parler d'un accord qui est intervenu au niveau de l'agriculture. C'est toujours un problème, il faut essayer de défendre l'agriculture israélienne. Et là, cet accord est censé, on va dire, limiter les dégâts pour ce qui est de l'agriculture israélienne qui doit affronter, on va dire, une concurrence extrêmement massive de la part de l'étranger. J'ai beaucoup parlé de ce sujet cette année et vous connaissez ma position. Je voulais que l'agriculture israélienne soit protégée. Pas seulement moi, la presse israélienne, les économistes parlaient de ça et beaucoup de députés aussi, parce que on a vu dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine comment c'est important d'avoir soi-même de la production agricole. Tout d'un coup, on n'a plus de blé qui vient d'Ukraine, plus de choses qui viennent ou d'autres aliments qui viennent de Russie. Et donc, c'est très important de pouvoir avoir son indépendance alimentaire. Et pendant 1 an, il y a eu des discussions très dures entre le gouvernement, entre le ministère des Finances et le ministère de l'Agriculture et les agriculteurs pour savoir comment, d'un côté, ce qui est vrai, faire que le public israélien paye moins cher ses fruits et légumes parce qu'effectivement c'est plus cher qu'en Europe et ça a augmenté de 100% ces dernières années, mais d'un autre côté sauvegarder l'agriculture israélienne. Et alors là je dois me féliciter, on est arrivé à un très très bon compromis, tout le monde est content et les ministères des Finances et les agriculteurs, une aide sera donnée de 700 millions de shekels aux agriculteurs, une aide directe. On leur promet que si les prix de l'eau vont augmenter, ils vont pouvoir être compensés. On leur promet aussi des baisses de coûts il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui travaillent dans ce secteur-là et ils auront une baisse des coûts pour pouvoir les employer. Ça, maintenant, concernant les droits de douane, parce que c'était ça la grande question, le gouvernement voulait baisser qu'il n'y ait plus que 10% de droits de douane sur tous les produits agricoles, que ce soit les légumes et les fruits. Or, ça, c'est pas fait comme ça. D'abord, il y a des légumes qui ont été, où il n'y aura pas de baisse de douane. C'est par exemple les tomates, des choses comme ça, et puis les poivrons. Et à part ça, pour les légumes,
ça restera à 50% de droits de douane et pour les fruits à 40%. C'est-à-dire donc, il y aura quand même une barrière douanière qui sera faite et qui permettra à la production israélienne de se vendre. Et aussi également parce qu'on a empêché, il y a des décrets d'ailleurs qui disent qu'on peut pas apporter n'importe où en Israël parce que ça peut donner des maladies. Et ça s'est gardé malgré ce que le ministère ne voulait pas. Et donc ça permet d'être content pour les deux parties. Alors il nous reste 1 minute pour le dernier sujet. Comme d'habitude, c'est un peu difficile d'intégrer toute votre actualité économique dans cette petite chronique. Le fisc qui a décidé de s'attaquer aux propriétaires de Zimmer. Oui, je voudrais. Ça a été publié, donc ils sont allés faire des grandes inspections là-bas, surtout dans le Nord. Je voudrais prévenir parce que les gens souvent et je les comprends, ils ont un appartement et ils sont dans ces endroits-là. Et ça peut être des francophones aussi, des Olim, et ils se disent on a un petit endroit, on va le louer et puis on va pas le déclarer. Il faut savoir que c'est quelque chose qu'il faut déclarer et et les résultats de cette inspection ont été faits. Il y a eu beaucoup de fraudes qui ont été trouvées, c'est-à-dire de non-déclaration de revenus à ce sujet-là, de plusieurs milliers de shekels, que ça soit d'ailleurs directement par des chèques, que ça soit par Bit, par des applications Bit, et les réponses qui ont été données parce que on donnera la facture après, ou bien c'était quelque chose de global qu'on a voulu faire et des choses comme ça n'ont pas été acceptées. Et donc je dis à cette population qui nous entend de faire bien attention même s'ils pensent faire ça un petit peu, de déclarer ce qu'il faut déclarer sur ce genre de revenus. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour ce survol très complet de l'actualité économique israélienne. Merci d'avoir été avec nous.